Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial de Gabon 24 consacré à la COP26. C'était le rendez-vous de la dernière chance, celui de l'urgence climatique, une conférence à plusieurs enjeux. L'un d'entre eux, celui de la mise en œuvre de l'accord de Paris avec à la clé le financement de la lutte contre le réchauffement de la planète qui passe notamment par l'effectivité de l'enveloppe promise par les pays développés à l'endroit des pays en développement de 100 milliards par an pour faire face, 100 milliards de dollars, j'entends, pour faire face au dérèglement climatique. Au sortir de cette grand-messe du climat, ces engagements ont-ils seulement été respectés? L'Afrique, qui est de l'avis des experts le continent le plus touché, a-t-elle pu faire entendre sa voix? Pourra-t-on enfin aller au-delà des promesses et entamer des actions concrètes pour freiner l'une des plus grandes catastrophes que la planète ait connues? Les réponses, nous allons chercher à les avoir durant 52 minutes. Et pour cette première partie, nous serons en compagnie de Rosario Bento País, ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, Sao Tomé et Principe, et la CEAC. Bienvenue déjà sur ce plateau. Merci beaucoup. Et juste à côté de vous, nous avons Stanislas Stéphane Mouba, directeur général de l'environnement et de la protection de la nature au Gabon, également négociateur en chef de la délégation gabonaise à cette COP26. Bienvenue DG. Merci. Alors, je vais commencer par vous, monsieur le directeur général. Quels étaient les points prioritaires pour les négociateurs africains et gabonais en particulier que vous avez mis sur la table de cette COP26 ? Alors, la COP26 avait pour objectif principal de venir s'assurer qu'on puisse adopter toutes les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris qui manquaient jusqu'à ce stade. Oui. Donc, l'accord de Paris a été adopté en 2015. Un certain nombre d'éléments complémentaires à ces règles globales devaient être implémentés pour pouvoir rentrer dans la phase opérationnelle de l'accord de Paris. Et donc, à l'occasion de cette COP26, il y avait notamment 4 grands enjeux. Les mécanismes sur les crédits carbone, donc les mécanismes de marché, dits de l'article 6 de l'accord de Paris. Il y avait la question de l'adaptation, qui est une priorité pour les pays africains. Il y avait la question du financement, élément central pour pouvoir mettre en œuvre des politiques, des stratégies et des actions pour lutter contre les changements climatiques. Et il y avait la question des pertes et dommages, donc comment aujourd'hui répondre déjà à l'urgence climatique qui frappe un certain nombre de pays. Donc c'est avec cet agenda que les pays africains, le Gabon notamment, qui avait la responsabilité à travers M. Gaouma de présider le groupe des négociateurs africains, c'est avec cet agenda que nous nous sommes rendus à Glasgow pour défendre ces positions, mais également contribuer à un compromis mondial sur les changements climatiques. Et alors, au sortir de cette grand-messe du climat, est-ce qu'on est optimiste finalement sur la mise en œuvre de cet accord de Paris ? On est absolument optimiste. La COP de Glasgow a permis d'avancer dans la mise en œuvre de l'accord de Paris et de ces éléments d'appréciation, ces éléments organisationnels, et également d'éviter un blocage qui était la plus grande crainte de stopper l'action climatique qui a déjà été fortement retardée en 2020 par la pandémie à coronavirus. Et maintenant, il s'agissait de reprendre l'action climatique et de prendre des engagements forts, aussi bien des pays en développement que des pays développés, pour pouvoir mettre tous ensemble en œuvre l'accord de Paris. Alors, vous l'avez dit à l'entame de votre propos, il y avait un gros enjeu à cette COP26, celui de l'article 6 de cet accord de Paris. Est-ce que finalement, toutes les parties ont pu tomber d'accord sur la mise en œuvre, sur tout ce qu'il fallait mettre en place pour concrétiser cet article 6-là ? Alors, l'article 6 avait plusieurs sujets, on va dire, à traiter à l'intérieur. Oui. Et deux de ces grands sujets étaient d'une part, comment à partir de l'article 6, on va arriver à financer l'adaptation. Donc, comment arriver à avoir un prélèvement obligatoire sur certaines transactions de l'article 6 et comment arriver à ce que nous mettions en place des règles de transparence et de gestion qui évitent ce qu'on appelle le double comptage, qui évitent que dans les échanges de crédits carbone, on comptabilise les mêmes crédits au sein de plusieurs pays ou de plusieurs entités. Et donc, j'ai envie de dire qu'au sortir de cette COP, on a fait 75% du travail. On a encore quelques règles à implémenter, à développer, sur lesquelles s'accorder. Mais la principale règle qui était sur le financement de l'adaptation a pu trouver un compromis entre les pays. Madame l'ambassadrice, on ne vous a pas oublié. Quels sont, puisque vous venez là en tant qu'ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, certes, mais vous représentez d'une certaine façon l'Union européenne, quels sont donc les objectifs climatiques de l'UE pour relever son ambition en matière d'action pour le climat et augmenter sa contribution dans le cadre de l'accord de Paris ?
Merci beaucoup. D'abord, laissez-moi féliciter Monsieur le Directeur Général et négociateur pour le Gabon et pour le groupe africain qui ont fait un travail extraordinaire. Et comme disait Monsieur le Directeur Général, on a pu vraiment faire un avancement et avoir un accord, chose que ce n'était pas toujours, et ce n'est pas dans ces négociations une chose qu'on sait dès le début comment ça va se terminer. On ne sait jamais. Oui. Et donc, ça a été quand même une bonne réussite. Les objectifs de l'Union européenne en ce qui concerne le changement climatique, vous savez que sur cette question, l'Union européenne était toujours un peu le chef de file à pousser pour toutes ces négociations. On était les seuls, en effet, à atteindre les objectifs de Kyoto, que c'était le premier marché international de carbone et qui a permis exactement la réduction des émissions. On a réduit de 31% nos émissions de gaz à effet de serre depuis 1990 et quand même augmenté significativement notre économie. Et ça, à travers, évidemment, des lois. Et la dernière, ça a été la stratégie sur la relance verte, qui a été, en effet, publiée en 2019, décembre 2019, et qui, entre-temps, on a fait toutes les législations et le changement de législation pour pouvoir atteindre une neutralité en 2050 et avoir à mi-chemin, 2030, 55% de moins de gaz à effet de serre. Donc, on est maintenant, comme je disais, à moins 31, oui, comparativement à 1990. Et on attend, en 2030, l'objectif, c'est au moins 55%. Et ça, au niveau européen. Et on a, en effet, fait toute cette législation qu'on appelle FIT 55. Et on a, en effet, au niveau international, toujours, comme j'ai dit, eu ce rôle de moteur et on se réjouit qu'on a pu vraiment bien travailler avec tous les partenaires, mais en particulier avec les partenaires africains, sur l'adaptation, le financement. Et justement, j'allais y arriver, Madame l'ambassadrice, on parle aujourd'hui d'adaptation, on parle aujourd'hui de financement. Quels sont les principaux financements que l'Union européenne peut apporter à l'Afrique pour soutenir finalement l'Afrique dans son adaptation face au changement climatique ? Alors, je dirais qu'il y a 3 grands financements qui sont sortis de ces négociations et qui étaient en cours déjà de négociation. On a doublé quand même le financement pour l'action climatique. On est maintenant à 25 milliards de dollars sur 100 milliards de dollars. Ça veut dire qu'on est à plus d'un quart du total pour le financement sur le changement climatique en tant que l'Union européenne et ses États membres. D'accord. Ça, c'était le premier pour le financement. Après, pour l'adaptation, on a été le plus grand aussi donateur avec 100 millions d'euros pour le fonds d'adaptation. Et finalement, on a aussi pour les forêts globales, dans cette COP, envisagé 1 milliard pour toutes les forêts du monde et 250 millions d'euros, je parle ici d'euros, pour le bassin de Congo. Donc, comme vous voyez, c'est un paquet qui est vraiment le premier en termes de donateurs, quand on est 8% de la population mondiale et quand on contribue à 8% des gaz à effet de serre. On parle de beaucoup d'argent, Madame l'ambassadrice. Oui. On aimerait savoir comment ces financements-là, concrètement, vont déjà être déboursés et comment seront-ils répartis en fonction des zones, en fonction des régions du monde? Est-ce que l'Afrique, par exemple, qui paye le lourd tribut, je le disais à l'entame de mon propos, selon les experts, aura la plus grosse part du financement, ou est-ce qu'il y aura une répartition égale entre l'Afrique, entre les pays de l'Amérique latine, les pays de l'Asie, etc.? Non, l'Afrique est une priorité, est une priorité pour l'Union européenne et on a notre stratégie Union européenne, Union africaine. On va avoir notre sommet en février de l'année prochaine des chefs d'État et de gouvernement. Et ça, c'est la question clé qui va être discutée. C'est un des 5 priorités stratégiques de la stratégie Union européenne et Union africaine. Et donc, de tous ces financements que j'ai dit exactement sont au niveau global, comme je vous disais, mais évidemment, il y a déjà pour le bassin de Congo, les 250 millions d'euros qui sont que pour ces 8 pays du bassin de Congo, pour les forêts tropicales.
en étant le deuxième poumon au monde. Oui. Et ça a été agréé que c'est vraiment le cas scientifiquement et politiquement. Deuxièmement, on a déjà fait nos négociations pour tout ce qui est l'enveloppe bilatérale avec le Gabon en particulier et régionale aussi. On a aussi des enveloppes globaux qui tous les pays qui sont touchés le plus en termes d'adaptation vont être évidemment prioritaires. Les pays sous-développés auront évidemment une priorité. Et en Afrique, c'est où il y a plus de pays aussi sous-développés. Après, évidemment, dans tous ces financements, il faut voir qui a l'ambition, la capacité et qui a déjà commencé. Le Gabon est en première ligne sur cela parce que vous avez commencé, vous avez déjà une vingtaine d'années au moins que vous avez montré cette ambition et que vous avez achevé à la montrer et à être en effet un acteur principal sur le changement climatique. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour que ça vienne en Afrique et au Gabon et à la région, à la sous-région. Alors, Monsieur le Directeur général, peut-être un mot. Comment le pays, comment vous, en tant que chef de file des négociateurs, vous avez contribué à l'obtention finalement de ce package de Glasgow? Alors, le Gabon, dans cette COP, comme je l'ai dit, avait 2 mandats. Oui. Le premier mandat, le mandat national, d'aller défendre les positions du Gabon et les particularités du Gabon en termes de lutte contre les changements climatiques et d'action climatique de manière globale. Et le deuxième mandat, en tant que chef de file des pays africains, pour emmener les pays africains à avoir des positions communes, ce qui n'est pas toujours évident eu égard à la diversité des préoccupations sociales, économiques, politiques, environnementales de ces différents pays, et également porter la voix du continent lors de ces négociations. Donc il faut savoir que la COP s'est déroulée finalement en 3 phases. La première phase qui était le segment présidentiel, lors duquel le chef de l'État gabonais s'est exprimé parmi les 10 premiers pays dans le monde pour rappeler l'importance de cette COP, mais également inviter les négociateurs à faire preuve de flexibilité dans leurs discussions. Une deuxième phase qui a été plutôt technique, donc un échange entre les experts des différents pays pour arriver à trouver des points d'accord. Et puis une phase finale qui a été ministérielle, qui visait à trouver un consensus sur les points qui n'en avaient pas trouvé. Et pendant cette phase ministérielle, le Gabon a justement assuré le leadership des pays africains. Notre pays a participé à la quasi-totalité des discussions au niveau ministériel et a porté la voix du continent à chaque fois que cela était nécessaire. Et donc ces réunions qui parfois se tenaient très tardivement, je peux vous donner l'anecdote, l'un des points particuliers des pays africains était une vraie décision sur les questions d'adaptation, d'obtention d'un objectif global d'adaptation. Et c'est lors d'une réunion à quasiment 23 heures que le ministre gabonais a obtenu l'accord de la présidence britannique pour que ce point soit définitivement acté comme priorité absolue du continent africain et a été totalement reflété dans la décision qui a été obtenue. Donc c'est pour dire que le Gabon a été au front, le Gabon a été le porte-voix des pays africains et a pleinement joué sa partition pour arriver à obtenir cet accord. Alors, on a 2 cas d'espèce. Les pays qui sont concernés par l'adaptation, et vous le releviez également un peu plus tôt dans l'émission, mais aussi les pays qui sont concernés par les pertes et dommages. Expliquez-nous un peu, le Gabon par exemple, il se situe où? Et par rapport aux autres pays, à quel niveau se situe par exemple l'ensemble des financements de l'Union européenne? À quel moment on va parler des financements pour l'adaptation et des financements pour les pertes et dommages? Alors c'est justement l'un des points qui a été l'un des grands enjeux de cette COP. Dans le financement climatique, on a classiquement 2 approches. Le financement pour l'atténuation, le financement pour l'adaptation. Depuis plusieurs années, les pays africains se battent pour qu'il y ait plus d'équilibre entre ces 2 financements, étant entendu que l'atténuation, généralement, résulte d'actions qui, dans le cadre du développement des pays, peuvent s'autofinancer. Donc, lorsqu'on construit des barrages, lorsqu'on construit des infrastructures énergétiques qui permettent d'atténuer, ces infrastructures également, derrière, ont un modèle économique qui permet d'autofinancer leur action. Par contre, l'adaptation paraissait un peu pendant longtemps comme le parent pauvre, celui qui concerne des investissements importants, mais qui ne sont pas générateurs de revenus. Donc, typiquement, à l'échelle du Gabon, on construit un barrage, on va vendre de l'énergie, on va rentabiliser le barrage. On construit une infrastructure de protection de la côte, on va simplement la protéger et derrière, on ne va pas avoir un modèle économique immédiat qui va permettre de rentabiliser. Et donc, c'était le grand prisme. Mais
une question d'urgence est née, celle des pertes et dommages, liée au fait qu'au moment où on parle de prévision, dans des pays comme le Gabon, où on se projette, on fait de la planification en termes de changement climatique, il y a des pays qui subissent déjà durement les effets de ces changements climatiques. Et beaucoup de ces pays sont ce qu'on appelle les petits États insulaires, qui connaissent déjà des dommages climatiques importants et qui aujourd'hui sont confrontés à des actions urgentes, qui ont besoin d'un financement pour déjà corriger les effets du changement climatique. Et donc, ce sont ces pertes dont on parle qu'il faut aujourd'hui arriver à compenser pour ces États-là. Et donc, la discussion aujourd'hui est de pouvoir créer un couloir de financement nouveau qui va directement adresser ces pays-là, qui va directement adresser ces pertes et ces dommages, pendant qu'en parallèle, il y a le financement de l'adaptation à long terme, le financement de l'atténuation à long terme, avec la participation du secteur privé aux côtés des États sur ces questions-là. Alors, Madame l'ambassadrice parlait de 25 milliards de dollars sur les 100 milliards qui étaient prévus. Est-ce qu'on n'est pas loin des attentes qui avaient été prévues, puisque cette enveloppe devrait commencer à être donnée à partir de 2020 ? Alors la COP26 a acté du fait qu'effectivement la communauté internationale n'a pas atteint les objectifs de 100 milliards de dollars par an à mobiliser pour la cause climatique. Et un certain nombre de pays en développement ont travaillé à une sorte de stratégie pour pouvoir atteindre cet objectif-là à moyen terme, j'ai envie de dire. On espère que d'ici 3 à 5 ans, on arrivera à redresser ces financements, notamment justement avec l'appui des mécanismes de crédit carbone qui vont permettre de densifier l'économie verte, l'économie du climat, mais également comprendre quels ont été les dysfonctionnements qui n'ont pas permis d'atteindre ces objectifs-là. Et donc on sait que la mobilisation de ces ressources est tributaire de l'économie mondiale, qui a été également en difficulté, mais l'investissement climatique doit pouvoir être densifié, doit pouvoir se maintenir. Et donc on n'a pas atteint les objectifs. Les 25 milliards, effectivement, ne concernent que la contribution de l'Union européenne, mais il y a effectivement la contribution des États-Unis et des autres pays développés qui permettent aujourd'hui d'être à peu près à 90% de ce financement-là global qui aurait été atteint, et avec un objectif de pouvoir atteindre véritablement les 100 milliards de dollars d'ici 3 à 5 ans maximum. Alors, c'est vrai que Monsieur le Directeur Général précisait qu'il restait encore certains points à mettre en place par rapport à cet article 6 en rapport avec le financement et toutes ces questions d'adaptation et de crédit carbone. Mais dites-nous, parce que quand même les populations s'interrogent, et peut-être même certains dirigeants, quand on parle de tous ces financements octroyés par l'Union européenne, est-ce que ce sont des prêts ou est-ce que ce sont des dons? Non, normalement, et jusqu'à maintenant, tout ce que l'Union européenne faisait sont des dons. L'Union européenne seule, sans les États membres, c'est des dons. Il inclut ici au Gabon. Aussi, notre programme national pour 2021-2027 sont des dons, et c'est déjà agréé le montant jusqu'à 2024. Donc c'est 11 millions d'euros. Après, on va commencer maintenant, exactement parce que tout ce qui est financement public et les dons ne sont pas suffisants. On va aussi accoupler des financements des privés avec aussi des garanties avec notre institution financière, en particulier la Banque européenne d'investissement. Donc, quand je dis 11 millions, ce n'est pas que ça va être que 11 millions, c'est 11 millions de dons, plus la partie régionale qui sont aussi des dons, et qui vient, par exemple, ECOFAC, qui c'était le grand projet phare, était en don, et c'est pour depuis 30 ans dans le bassin de Congo, dont il y a aussi 3 aires protégées, 3 parcs ici au Gabon. Notamment la Lopé. Et notamment la Lopé, Ouaka et Mayumba. Et donc, tout ça, ECOFAC ne va plus exister. C'est une nature africaine qui a une enveloppe plutôt aussi économique, développement économique durable, et donc avec création d'emplois, verts, etc. Et celui-là, c'est aussi des dons. Donc le Gabon aura une dotation bilatérale, régionale, globale aussi, avec quelques instruments globaux, comme aussi pour la société civile qu'on faisait avant et qui sont aussi des dons. Et après, dérisquer le secteur privé avec des garanties à travers des banques de financement, y inclut la Banque européenne d'investissement. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau pour cette période. Donc, on va faire un peu du accouplage de différents fonds que l'Union européenne peut apporter. D'accord. Finalement, Monsieur le Directeur Général, le Gabon, il gagne à tous les niveaux, au niveau national, au niveau régional. Mais tous ces financements, est-ce que le pays a déjà réfléchi à une stratégie de mise en œuvre
c'est-à-dire d'actions concrètes. On sait que l'argent qui va venir de l'Union européenne servira à ça, des États-Unis servira à ça. Alors, de manière générale, la stratégie de développement du Gabon, dans le plan stratégique Gabon émergent et aujourd'hui dans le plan d'accélération de la transformation de l'économie, est une stratégie intégrée. Le développement du Gabon se veut un développement à faible émission de gaz à effet de serre et un développement durable. C'est-à-dire que les projets par essence qui sont développés et choisis par le gouvernement sont des projets qui intègrent déjà les préoccupations environnementales. C'est pour ça que le Gabon est engagé à développer un mix énergétique qui soit au moins à 80% renouvelable à partir de l'hydroélectricité. C'est pour ça que le développement de l'agriculture au Gabon se veut un développement respectueux des normes environnementales et notamment des normes RSPO pour ce qui concerne le palmier à huile. C'est pour ça que le secteur forestier est en train de faire sa transition pour être 100% certifié. Ça veut dire que toute l'exploitation forestière au Gabon sera compatible avec les objectifs de protection de l'environnement, du climat, de la biodiversité. Et donc investir au Gabon dans ces secteurs-là, c'est investir dans l'environnement. Maintenant, sur des sujets particuliers où il y a des financements, comme ceux de l'initiative CAFI, pour financer le plan national d'affectation des terres, il y a effectivement un portefeuille de projets qui est clairement identifié. Il y a un cadre d'investissement qui intègre différents pans de la stratégie de développement et qui vient compléter, accompagner le développement. Et c'est exactement ce qui se fait avec le plan d'affectation des terres, qui vient identifier les zones les plus propices à développer des activités spécifiques en respectant l'environnement, tout en respectant la performance économique de notre pays. Vous parliez déjà du crédit carbone. Est-ce que c'est dire que finalement, les forêts du bassin du Congo vont se positionner désormais dans le marché du carbone ? Absolument. Les forêts du bassin du Congo, le Gabon singulièrement, en adoptant en septembre dernier une ordonnance sur les changements climatiques, le Gabon a créé le cadre légal qui permettra à notre pays de procéder à des échanges de crédits carbone, à fixer des quotas d'émissions, mais également à favoriser au niveau national des échanges des crédits carbone entre les différentes parties. Concrètement, comment ça va se passer? Comment le Gabon va émettre ses crédits, recevoir d'autres crédits? Comment ça va se faire? Alors, le Gabon va essentiellement émettre des crédits parce qu'on capte à peu près par an 105 millions de tonnes de CO2. Ça veut dire que chaque année, le Gabon a un portefeuille, on va dire, de 105 millions de tonnes de CO2 qu'il pourrait mettre à disposition des pays qui dépasseraient les quotas d'émissions, des entreprises également au niveau international qui auraient des quotas d'émissions à respecter et pouvoir faire ces transactions-là. Donc nous, on va apporter nos crédits carbone qui sont liés à la bonne gestion durable de nos forêts, mais tout ce mécanisme-là se passe d'une façon extrêmement contrôlée dans le cadre de la Convention sur les changements climatiques, avec un registre qui sera mis en place, qui va permettre de contrôler chaque crédit carbone émis. Donc chacun de ces 100 millions de tonnes de CO2 pourra être clairement identifié, ne sera compté qu'une seule fois et ne servira qu'à une seule transaction du Gabon vers un bénéficiaire. Et en retour, qu'est-ce qu'on aurait ? Aujourd'hui, alors sur les marchés, on a des prix de la tonne de carbone qui sont extrêmement variables. On a des prix pratiqués par exemple par la Banque mondiale qui tournent autour de 5-6 $. On a dans le cadre justement du partenariat avec l'initiative CAFI une valorisation de la tonne de carbone au Gabon à 10 $. Et on espère que ces prix pourront croître, notamment à cause des intérêts biodiversité autour de la tonne de carbone au Gabon à 20, 30, 40 $. Et donc c'est cette nouvelle économie qui pourra être générée et profiter à un développement durable dans notre pays. Finalement, pour terminer, Madame l'ambassadrice, on sort de cette COP26 optimiste, mais aussi avec un regard plus serein sur l'avenir. Oui, tout à fait. On n'est pas encore arrivé à l'ambition qu'on avait. Donc l'ambition, c'est vraiment d'avoir le limite de 1,5 degrés Celsius à la fin du siècle. Et donc on est maintenant à peu près à 2,7, mais j'en suis sûre que les scientifiques vont préciser encore. Et ce qui fait qu'on a encore un décalage important à y arriver. Et donc, on n'est pas encore à ce niveau, mais je pense qu'on est dans le bon chemin. L'important, c'était qu'on a eu un accord, qu'on n'a rien perdu et on a quand même beaucoup attend. Et les attentes ont été, en effet, tout le monde, c'était gagnant-gagnant, parce que tout le monde a fait des compromis pour arriver à ces 65%, comme disait Monsieur le Directeur Général. Pour l'Union européenne, c'est plus ou moins au même niveau. Donc je pense que tout le monde autour de la table a fait un effort
et on peut être fiers, tous ceux qui étaient là en particulier, du résultat évidemment de ces négociations. Alors, Monsieur le Directeur général, que retient-on de la participation du Gabon à cette COP26 et qu'est-ce que le Gabon peut espérer pour la suite? Alors, on retient que finalement, l'engagement à long terme du Gabon sur les questions environnementales, aujourd'hui, porte ses fruits. Le Gabon a toujours été avant-gardiste. Avant la COP, en septembre, nous avons adopté une ordonnance sur les changements climatiques qui, aujourd'hui, est totalement alignée à ce qui a été finalement adopté à Glasgow, notamment en termes de marché de carbone. On retient également qu'une action interne au niveau national et une bonne implication des objectifs de développement avec les objectifs environnementaux demeure la meilleure stratégie pour arriver à atteindre cet objectif, comme on le disait, de 1,5 degré, qui est la priorité en matière de changement climatique. Et lorsqu'on dit 1,5 degré, il faut savoir que c'est une moyenne. Donc dans certains pays, ce sera beaucoup plus. Et donc il est important qu'en ayant des appuis extérieurs ou pas, nous gardions le cap sur notre stratégie de développement pour pouvoir atteindre ces objectifs et rendre notre population, notre pays beaucoup plus résilient aux effets du changement climatique. Merci beaucoup à vous, Monsieur Stanislas Stéphane Mouba. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'environnement, de la protection de la nature, également négociateur en chef de la délégation gabonaise à cette 26e conférence des partis sur le climat. Vous ne nous quittez pas, vous restez avec nous pour la deuxième partie de cette émission. Elle nous quittera, Rosario Bento País, ambassadrice de l'Union européenne au Gabon, Sao Tomé et Principe et la CEAC. Merci beaucoup d'être passé dans le cadre de ce plateau spécial consacré à la COP26. Je vous dis donc, ne quittez pas, on se retrouve juste derrière la pause. Madame, Messieurs, merci d'être restés avec nous pour la deuxième partie de ce plateau spécial consacré aux retombées pour le Gabon de la COP 26. Avec nous sur ce plateau, il nous a rejoint professeur Alfred Gomonda, commissaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique du Gabon, CNRST, et par ailleurs représentant finalement du point focal du GIEC, qui est le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il était déjà avec nous sur ce plateau, monsieur le directeur général de l'environnement et de la protection de la nature, également chef de file de la délégation gabonaise à cette conférence des partis sur le climat, monsieur Stanislas Stéphane Mouba. Messieurs, bienvenue une fois de plus sur Gabon 24. Alors professeur, je vais commencer avec vous. Vous venez de nous rejoindre. Il y a eu cette COP 26, une COP qui a été vue par plusieurs experts comme celle de la dernière chance. Est-ce qu'il y a urgence à agir véritablement? Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter vis-à-vis des données que vous avez en tant que chercheur? Je vous remercie pour votre question et je vous surtout de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer sur ces questions de données scientifiques. Le changement climatique, la recherche scientifique montre que la température moyenne globale de la planète en 2020 a été de plus d'1 degré. Et on estime que dans les 5 prochaines années, on risque d'atteindre rapidement 1,5 degré. Si on atteint 1,5 degré, les conséquences sur les systèmes naturels ou sur notre société seront énormes. Donc, les scientifiques ont porté ce message auprès des politiques pour leur demander de prendre des décisions qui permettent de réduire l'impact du changement climatique sur notre société. Alors, est-ce que finalement, par rapport au Gabon, comme là on est d'ordre général, vous nous avez fait le point vis-à-vis du Gabon, est-ce que les choses font que l'on puisse s'inquiéter davantage après cette COP26? S'agissant du Gabon, nous serons tous affectés par le changement climatique. Il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de pays dans le monde qui ne sera pas affecté par ce problème. Donc, nous ne serons pas... les conséquences seront un peu plus différentes, seront spécifiques à chaque pays, mais tous les pays du monde seront affectés par le changement climatique. Donc, nous devons également nous inquiéter par rapport à ce problème. Il y a donc urgence à agir, on le disait déjà en première partie, monsieur le directeur général. Par rapport à tout ce que vous nous avez dit en première partie, il y a eu pas mal de résolutions, pas mal d'actions concrètes qui ont été décidées finalement à cette COP26. Est-ce que vous pensez
que nous arriverons à rattraper le tir au sortir de cette COP26? Alors, il y a une décennie critique jusqu'en 2030, Ah oui. lors de laquelle l'ensemble des pays doivent faire le maximum d'efforts pour déjà inverser la tendance d'augmentation de la température. Ensuite, il y a l'objectif 2050 d'emmener le maximum de pays à atteindre la neutralité carbone. Dans cet exercice-là, on va dire, le Gabon, même en étant modèle, est l'exemple que l'action isolée d'un acteur ne suffira pas à changer la donne. Le Gabon, d'un côté, capte 105 millions de tonnes de CO2 par an, comme on l'a dit, mais on le voit avec des stations d'observation comme celle de la Lopé, qui sur les 30 dernières années montrent déjà une augmentation de la température d'au moins 1 degré, et parallèlement une diminution de la productivité des arbres fruitiers d'environ 30%. C'est pour dire que nos actions à nous seuls ne suffiront pas. Il faut que la globalité, la communauté dans son ensemble, puisse agir pour limiter la hausse des émissions de gaz à effet de serre et donc limiter la hausse de la température. Nous sommes certainement optimistes au sortir de cette COP, mais ce sont les faits qui nous diront. Les tendances actuelles montrent que la compilation des efforts de l'ensemble des pays est aujourd'hui quand même au-dessus de 2 degrés. Ça veut dire qu'avec les efforts actuels, avec les engagements actuels des pays, on n'atteint pas l'objectif de 1,5. Il faudra faire encore plus d'efforts, aussi bien les pays développés que les pays en développement, si on veut éviter des dommages irréversibles, si on veut éviter des vagues importantes de migration climatique, autant de la zone du Sahel vers le nord, donc vers l'Europe, que de la zone subsaharienne vers le bassin du Congo, où on pourrait recevoir effectivement d'importantes quantités de réfugiés climatiques si nous n'arrivons pas à canaliser finalement la hausse des émissions globales. Alors, il y a un problème qui se pose toujours. On demande aux pays africains de faire également des efforts, comme les pays déjà développés. On sous-entend les pays en voie de développement du côté de l'Afrique. Mais il s'avère que ces pays-là, effectivement, veulent également atteindre le développement et donc doivent également s'industrialiser et passer peut-être par, finalement, la pollution de l'atmosphère. Quelle est peut-être l'alternative que vous pouvez proposer, vous en tant que chercheur, vous en tant que spécialiste de ces questions d'environnement, à ces pays-là? Je pense que le problème de l'industrialisation de l'Afrique ne doit pas se poser de la même manière que l'industrialisation de l'Occident a eu lieu il y a 3 siècles. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a développé beaucoup plus de connaissances, on a développé beaucoup plus d'outils qui permettent de faire une industrialisation verte. On peut développer un pays en utilisant des ressources énergétiques qui sont complètement décarbonisées. Il y a des technologies aujourd'hui qui permettent de le faire. Donc, pour le développement de l'Afrique, l'Afrique ne doit pas regarder son développement du point de vue d'une industrialisation qui est basée sur l'utilisation des énergies fossiles. Je pense que la transition écologique va apporter de nouvelles opportunités d'affaires, de nouvelles façons de se développer qui vont être bénéfiques aussi bien pour les pays africains que pour le climat à l'échelle globale. Ça, c'est dans le discours et on l'entend bien, monsieur le directeur général, mais on voit dans les actes, dans les actions sur le terrain, qu'au niveau du Gabon, par exemple, la transition de l'énergie fossile vers les énergies renouvelables peine à prendre effet. Que faut-il faire pour peut-être contraindre les États à aller vers ce genre d'énergie renouvelable? Écoutez, aujourd'hui, on parle justement d'une transition juste et équitable. Au Gabon, on a un mix énergétique qui est aujourd'hui relativement empreint de la touche verte, avec toutes les énergies liées aux barrages hydroélectriques dont nous disposons. Mais il faut savoir que le corollaire de cette transition énergétique et de ce détachement des énergies fossiles est de dire que nous allons perdre 60 à 65% de notre économie telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. Le secteur pétrolier, s'il doit s'arrêter à l'échelle globale, entraînera pour notre pays des dommages économiques très importants. C'est pourquoi il faut une transition, mais une transition qui soit juste, qui soit équitable, qui permette également à notre pays de développer des filières et des secteurs qui compenseront la perte que nous aurons liée au détachement des énergies fossiles, entraîneront de nouvelles opportunités avec tout ce qui va être écotourisme, tout ce qui va être marché du carbone, pour emmener notre pays à se diriger vers ce qui sera véritablement durable. Indépendamment de la donne strictement environnementale,
l'économie mondiale va se transformer. Nous ne pouvons plus simplement être un pays qui se dit pays pétrolier. Aujourd'hui, nous devons renforcer nos efforts dans les secteurs comme l'exploitation forestière durable, comme dans les secteurs de l'énergie renouvelable, pour pouvoir être compétitifs dans le monde de demain. Donc il ne s'agit pas simplement d'une volonté écologique, mais il s'agit de développement durable, il s'agit du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Hier, nous avons vécu dans un monde qui était celui du charbon, qui était celui du téléphone fixe. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère du numérique, nous vivons dans l'ère des énergies renouvelables et ça va être la même chose pour toutes ces questions aujourd'hui environnementales. Et le Gabon a déjà fait le choix d'être un pays leader sur ces questions et d'intégrer cette dimension dans son processus de développement. Et justement, on loue les efforts du Gabon pour la préservation de l'environnement, mais on aimerait savoir comment le Gabon, à proprement parler, va bénéficier de l'accord de Paris. Est-ce que c'est en fournissant encore des efforts? Parce que s'il faut prendre rien que la région Afrique, le Gabon se positionne déjà bien. Est-ce qu'à un moment donné, il n'a pas aussi envie de recevoir, finalement, d'être encouragé dans ses efforts de préservation? Je pense qu'aujourd'hui, c'est justement la logique de ces accords internationaux. L'accord de Paris, il faut le rappeler, n'est pas un accord contraignant. Oui. Le pays qui décide de ne pas respecter les engagements de l'accord de Paris ne sera pas puni, ne sera pas sanctionné. Et est-ce que ça n'a pas finalement été le mal de cet accord de Paris, puisque 6 ans après, on en est encore là? C'est peut-être le mal, mais tout ce qui est contraignant n'est pas forcément efficace. D'accord. Aujourd'hui, le plus important, c'est que les États soient véritablement convaincus de ce qu'une action durable, une action environnementale durable, soit bénéfique pour la communauté dans sa globalité. Que le secteur privé également s'implique sur ces questions-là, parce qu'on peut mettre toutes les contraintes qu'on veut sur les États, mais faut-il encore que le secteur privé s'implique sur ces questions pour mobiliser les ressources, mais également développer les technologies. Et donc, aujourd'hui, nous avons fait le choix de nous engager sur ces questions. Afrique, pays développés, autres continents. Il s'agit maintenant de répartir finalement les efforts de manière équitable entre tout le monde et d'avoir des incitations vertueuses. Et ces incitations vertueuses, c'est justement aujourd'hui l'un des combats de notre pays pour une meilleure valorisation du prix de la tonne de carbone. Oui. Aujourd'hui, on parle de 10 $ au Gabon. À 20, à 30, à 40 ou à 50 $, il sera beaucoup plus intéressant pour nos communautés, pour nos pays, de faire de la conservation plutôt que de couper des hectares entiers de forêt pour faire de l'agriculture, comme on le voit dans certains pays de la sous-région, pour développer de nouvelles activités. Et donc, c'est créer un monde vertueux dans lequel la problématique environnementale n'est pas un poids au développement, mais un vecteur d'accélération du développement. Donc, c'est le combat actuel. Oui, professeur, on loue les efforts du Gabon, je le disais déjà, sur la préservation de l'environnement, mais le Gabon aussi subit déjà les effets, certains effets de ces changements climatiques. On peut le constater, l'érosion côtière, j'y arrive, au niveau de Libreville, de Port-Gentil. On remarque comment le trait de côte diminue véritablement. Vous, en tant que scientifique, quelles sont les actions les plus urgentes que vous conseillerez ou que vous conseillez aux gouvernants, à l'État, pour agir plus facilement et pour s'adapter à ces changements climatiques? Sur ces questions de traits de côte et d'inondations qui vont devenir de plus en plus fréquentes, le gouvernement doit prendre des mesures qui permettent aux populations de ne pas s'installer dans les zones qui sont potentiellement inondables. Mais pour le moment, il y a déjà ces populations qui s'y sont installées. Que fait-on de ces populations? Malheureusement, c'est très difficile d'indiquer une stratégie immédiate qui permette au gouvernement de faire en sorte que ces populations ne soient pas impactées. Tous ceux qui vivent à Port-Gentil sont déjà impactés. Déplacer la ville de Port-Gentil, c'est un investissement important qui ne peut pas se décider en... On parle quand même de la capitale économique du Gabon. De notre pays. Donc vous comprenez bien que le plus important, c'est de planifier ces politiques de développement. Mais vous le disiez déjà à l'entame de votre propos, on n'a plus le temps, il y a urgence à agir. Comment on planifie? Est-ce qu'on reste là encore à dormir sur nos lauriers, à attendre 5-10 ans et voir que Port-Gentil disparaisse complètement? Ou est-ce qu'il faut agir dès demain pour sauver la ville de Port-Gentil, par exemple? Oui, sans doute. Sans doute qu'il faut agir dès demain pour sauver la ville de Port-Gentil, mais cela suppose qu'il faut que l'on mobilise les ressources financières importantes. Et je pense que durant cette COP 26, la question de l'adaptation a été largement débattue. Et ces ressources qui peuvent venir des fonds d'adaptation peuvent permettre rapidement de résoudre le problème lié
aux inondations dans certaines villes comme Port-Gentil. C'est un fait d'avoir acté les financements à cette COP26, mais c'est encore un autre pour que ces financements soient déboursés. Finalement, monsieur le directeur général, est-ce qu'on peut espérer que d'ici 2022, ces financements-là seront remis, par exemple, à l'État gabonais? Et on aimerait savoir, au niveau du bassin du Congo, puisque nous faisons partie de ce deuxième poumon de la planète, est-ce que les fonds seront répartis de façon égale entre la RDC, entre le Congo-Brazzaville, entre le Gabon? Alors aujourd'hui, il faut déjà reconnaître qu'il y a un certain nombre de fonds qui existent. Oui. On parle beaucoup de l'initiative CAFI, on a parlé tout à l'heure du projet ECOFAC qui, depuis 30 ans, a financé un certain nombre d'activités dans la sous-région. Donc il y a déjà des financements qui existent. Si aujourd'hui le Gabon est leader sur la question environnementale, c'est parce que nous avons nous-mêmes investi sur la protection de nos forêts et de nos espaces, mais parce que également il y a des appuis de la communauté internationale dans ces secteurs-là. Donc nous avons déjà des résultats de nos politiques. Si le bassin du Congo aujourd'hui n'était pas conservé comme c'est le cas, on aurait encore plus de dommages climatiques, puisqu'on sait aujourd'hui que la région du bassin du Congo est à l'origine de toute la pluviométrie, notamment en Éthiopie, en Égypte et dans certains pays de cette région de l'Afrique. Donc ce qui fait que nous avons déjà des résultats de cette stratégie, de cette politique. À côté de ça, on parle d'urgence. Le gouvernement est effectivement très actif sur ces questions, avec ou sans les financements internationaux. On a vu les questions liées au bassin versant, pour lesquels il faut effectivement améliorer la gestion, parce qu'avec l'évolution de la pluviométrie, on peut avoir redimensionné des infrastructures urbaines, où aujourd'hui nous avons choisi de déplacer les populations qui sont dans certains bassins versants pour reconstruire du côté de Bikélé un certain nombre de logements. Donc le gouvernement est déjà dans l'action. Et la deuxième ou troisième étape, c'est de se dire, il y a aujourd'hui des opportunités créées par ces mécanismes internationaux. Comment le Gabon se positionnera pour en bénéficier au maximum et répondre à ces questions? Le fonds d'adaptation, on l'a vu lors de cette COP avec les annonces qui ont été faites, va doubler sa capitalisation pour atteindre près de 230 millions de dollars. Le Gabon devra se positionner, et le ministère en charge de l'environnement, avec l'appui des autres départements concernés, économie, budget, nous travaillerons à ce que le Gabon soumette des projets sur ce fonds pour pouvoir financer l'adaptation dans notre pays. Donc, il est une étape de participer à l'écriture des règles de fonctionnement de l'accord de Paris, et il est une autre étape de faire ses devoirs en interne et de dire nous avons des préoccupations, la gestion effectivement de nos traits de côte, la gestion de nos parcs marins qui contribuent également à capter le CO2, et nous allons au Gabon soumettre des projets sur tous les fonds internationaux auxquels nous sommes éligibles pour maximiser les financements qui viendront vers notre pays. Fonds vert climat, fonds d'adaptation, fonds pour l'environnement mondial, le Gabon se positionnera sur l'ensemble de ces fonds. On revient encore sur vous, professeur Gomanda, et moi j'aime beaucoup les données que vous donnez parce que vous êtes très concret dans ce que vous donnez comme alerte, puisque, comme on disait, vous êtes le point focal du GIEC, du groupe intergouvernemental de l'évolution du climat, au niveau du Gabon. On a plusieurs espaces. On a donc ces régions qui sont sur la côte, et on parlait déjà d'érosion côtière, mais on a un bassin forestier qui est bien préservé. Est-ce que ce sont les mêmes préoccupations que moi qui vis à Libreville, que la personne qui vit à Fougamou, par exemple, dans l'Angouni, aura par rapport à moi qui vis à Libreville, vis-à-vis du climat? Sur le terrain, concrètement, par rapport aux populations, là, on est à un niveau, on a été à un niveau à la COP26 d'État, de dirigeants, mais sur le terrain, comment les populations, elles, devront réagir vis-à-vis de ces changements climatiques? Les populations de l'intérieur du pays sont d'abord utilisent énormément les ressources naturelles qui proviennent de la forêt. Tout à l'heure, mon collègue vous a parlé de cette étude qui montre que nos forêts, la productivité de nos forêts a perdu 30%. Il y a 30% moins de 30% de fruits qui sont produits dans nos forêts. Ouais. Cette production de fruits qui a diminué a eu pour conséquence, par exemple, un déplacement des éléphants qui consomment les fruits forestiers et qui vivent aujourd'hui quasiment autour des villages. Il y a une étude récente. Est-ce que c'est l'une des causes du conflit homme-faune? Le lien semble être évident. Il y a une étude qui vient de le démontrer, qui montre que la distribution des éléphants est beaucoup plus importante autour des villages aujourd'hui qu'à l'intérieur des forêts, et que même s'il y a un braconnage important, on pense que ce déplacement des populations d'éléphants est lié à l'absence de fruits dans la forêt. Donc, on voit nettement que nos populations locales
sont déjà aux prises avec cette question climatique. Et il faut trouver des stratégies pour les expliquer, pour les conseiller à vivre comment dire ça, en harmonie avec ces changements. Quelle stratégie, par exemple, lorsque vous constatez, vous, en tant que chercheur, qu'il manque des fruits dans une région précise, est-ce que la problématique ou est-ce que la solution, j'y arrive, serait de replanter ces arbres fruitiers pour renvoyer les pachydermes dans leur environnement naturel, ou est-ce qu'on réagit autrement? Oui, on peut planter des arbres, mais dans l'immédiat, je ne pense pas que ça peut être une solution définitive. Parce qu'un arbre... Quelle solution alors définitive, peut-être? Je pense qu'on regarde ce problème. Les éléphants, c'est l'emblème de l'écotourisme. Je pense qu'il est possible de développer des modèles de développement économique basés sur la vision des éléphants autour des villages. Donc, au lieu que ça soit un problème, les éléphants peuvent devenir une solution pour produire des ressources qui permettent aux personnes qui vivent dans ces villages-là de pouvoir vivre et de pouvoir compenser les pertes qui sont liées aux dégâts que cela peut causer dans leur plantation. Donc, le changement climatique, il ne faut pas qu'on le voit simplement comme un problème. C'est aussi une possibilité, une opportunité que nous devons saisir pour pouvoir améliorer nos modèles de développement et faire en sorte que ce modèle de développement soit beaucoup plus équitable et qu'il soit inclusif pour la population entière. Alors, vous parlez bien de considérer le changement climatique comme une opportunité. Monsieur le directeur général, comment au niveau de nos villages, au niveau du Gabon, on peut considérer cette opportunité-là alors que beaucoup de familles souffrent encore des conflits hommes-femmes? Ce n'est pas seulement cela, mais c'est un peu le problème qui revient à chaque fois. On a bien envie que vous nous expliquiez également le lien, parce qu'il y a toute une COP sur la biodiversité qui se fera certainement l'année prochaine. Et cette COP sur le climat dont on sort, on aimerait bien que vous fassiez déjà le pont pour commencer à répondre. Mais comment ces populations-là peuvent réellement prendre le changement climatique comme une opportunité? Alors, je pense qu'on a un problème qui va se situer à différents niveaux. D'accord. On ne va pas demander dans l'immédiat aux populations gabonaises, rurales, de changer leurs habitudes, de changer leur comportement en raison du changement climatique. On est, effectivement, comme on l'a rappelé plusieurs fois, un pays en développement qui va être faiblement responsable aujourd'hui de ce phénomène climatique, on va dire, porté par le développement des pays du Nord. Par contre, on va adapter un certain nombre d'activités au nouveau contexte. On va avoir une activité qui va être fortement perturbée par les changements climatiques, c'est l'activité agricole. On dépend de nos activités agricoles. Si on commence à observer dans certaines régions des pertes en rendement de nos terres, il faudra effectivement accompagner nos populations à s'adapter à une agriculture plus efficace, une agriculture plus résiliente à ces changements-là. Et est-ce que l'État a déjà pensé à ce genre de solution? Il y a des programmes qui existent déjà là-dessus pour pouvoir améliorer les techniques agricoles de nos populations. Jusqu'à ce jour, on reste relativement protégé de ces grands changements. On n'a pas observé des bouleversements massifs du rendement de nos terres, même si dans certaines régions, on commence à voir que le manioc met un peu plus de temps à arriver à maturité, que certains arbres fruitiers, effectivement, sont moins riches que par le passé, mais tous les programmes qui se font, menés par le ministère de l'Agriculture pour aider à une meilleure agriculture, visent à finalement renforcer la résilience de nos populations. Maintenant, à une échelle effectivement plus globale, plus nationale, il s'agit de renforcer la résilience, comme on l'a vu avec les programmes d'adaptation, sur toutes les zones côtières, d'identifier quelles sont les infrastructures qu'il faut créer pour limiter l'évolution du trait de côte, mais il faut également qu'on n'oublie pas nos responsabilités. Le changement climatique ne doit pas devenir l'origine de tous nos maux. On a des problématiques, notamment lorsqu'on observe des inondations en zone urbaine, qui sont bien souvent liées à un développement anarchique d'un certain nombre de quartiers ou de villes. Ne sont pas forcément le fait des changements climatiques. On a ces problèmes d'érosion côtière qui vont être liés dans certaines zones à la mauvaise gestion parfois de la mangrove, des déchets dans ces régions-là. Donc il faut quand même garder un équilibre entre les phénomènes qui sont strictement climatiques et toutes les autres questions de développement sur lesquelles nous devons agir, nous continuons d'agir de façon séparée des questions climatiques. On a parlé de biodiversité, c'est également un enjeu important parce qu'aujourd'hui on le voit, la question du coronavirus est une question intimement liée à la gestion de la biodiversité. Un excès de pression sur la biodiversité a conduit
un virus à pouvoir maintenant transiter des animaux qu'il portait vers les humains. Et donc là aussi, ça nous apprend à mieux gérer ces questions-là, à anticiper sur ces phénomènes-là, même si jusque-là, on va dire, le Gabon était en général un bon élève. Nous avons réussi à protéger notre faune sans pour autant empêcher justement nos habitudes culturelles et autres de pouvoir perdurer. Nous avons investi dans la recherche. Le Gabon a un centre pointu qui est le CIEMP qui nous permet de mieux comprendre ces phénomènes-là et de les anticiper. Alors, professeur, je reviens vers vous. Finalement, comment le Gabon fait-il poursuivre et contrôler l'évolution du climat? Écoutez, le Gabon a mis en place un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre d'institutions qui permettent de suivre et de contrôler l'évolution du climat. Vous avez, je pense que nous sommes le seul pays en Afrique centrale qui a mis en place un ministère chargé du changement climatique. C'est déjà une décision très forte qui montre que les questions de changement climatique sont devenues une priorité au niveau national. Nous avons un Conseil national climat qui est chargé de coordonner toutes les politiques climatiques. Il y a la création d'un certain nombre d'agences, l'agence d'études spatiales qui permet de collecter les données et de faire la surveillance forestière. Au Sénarest, en collaboration avec d'autres agences, nous sommes en train de mettre en place un système d'observation des ressources naturelles en mettant en place des parcelles, des stations d'observation de la forêt pour voir quels sont les niveaux de stockage du carbone, quelles sont les causes qui peuvent expliquer que ce carbone-là n'est pas stocké de façon efficace, pour étudier l'évolution de la biodiversité en fonction du changement climatique et l'évolution de l'écologie de nos forêts. On remarque, il y avait le bel exemple du manque d'arbres fruitiers, peut-être, qui ramènent les éléphants proches des villages, mais il y a aussi certainement d'autres espèces, et peut-être aussi remarqué au niveau des humains, au niveau des êtres humains. Est-ce qu'il n'y a pas des comportements qui ont pu changer en quelques années par rapport à ces changements climatiques? Bon, je voudrais d'abord souligner que nous les Bantous, nous sommes sans doute notre présence dans les forêts du bassin du Congo, c'est un témoignage d'un changement climatique passé. Donc on voit bien que quand un changement climatique apparaît, il peut y avoir des modifications, soit démographiques, soit sur la société de façon générale. En effet, il y a 3000 ans, la forêt du bassin du Congo, toute la région du bassin du Congo a connu une grave crise climatique qui a résulté avec un changement important du couvert forestier. Et ce changement du couvert forestier a permis aux populations qui vivaient au sud-est du Nigeria d'émigrer vers l'intérieur du continent et de peupler toutes les parties australes de l'Afrique. Donc on voit que le changement climatique peut être un élément déclencheur qui peut changer les habitudes, voire la démographie de tout un territoire. Alors pour terminer, qu'est-ce qu'on retient de cette COP26? Quelles sont les retombées précises pour le Gabon, monsieur le directeur général? Alors, on retient de la COP26 que nous avons sauvé finalement la mise en œuvre de l'accord de Paris, que nous continuons de nous engager dans une action climatique à long terme avec des instruments qui vont accompagner des pays comme le Gabon, instruments sur l'adaptation, instruments sur les marchés de carbone. Donc pour un pays forestier comme le nôtre, c'est une opportunité importante, ce sont des financements importants. Instruments notamment en termes de financement de manière générale, accéder à plus de financement pour pouvoir lutter contre les changements climatiques. Maintenant, ce n'est qu'une étape. La négociation et la lutte contre les changements climatiques va se poursuivre. Dès l'année prochaine, il y aura la COP27 qui va se tenir à Sharm el-Sheikh en Égypte et qui aura également ces challenges pour pouvoir renforcer l'applicabilité de l'accord de Paris. Est-ce qu'il y a un calendrier d'action? Au niveau du Gabon, l'une des actions prioritaires au sortir de la COP26 est la mise à jour de la contribution déterminée au niveau national, qui est le document de stratégie à travers lequel le Gabon définit les actions qu'il va entreprendre pour lutter contre les changements climatiques. Et donc c'est la priorité qui tiendra compte justement des résultats de la COP26. Et la deuxième, c'est la finalisation du processus de l'ordonnance sur les changements climatiques qui va permettre à notre pays de se doter d'un cadre légal pour mener toutes les actions
en matière de lutte contre les changements climatiques au niveau national, aussi bien pour l'État que pour le secteur privé. Professeur Gomanda, qu'est-ce qu'on retient de votre participation en tant que point focal du groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat? Alors, le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat a présenté son rapport, son 6e rapport d'évaluation de l'évolution du climat. Et je crois que pour la première fois, tout le monde est d'accord que le réchauffement climatique est devenu une préoccupation globale. Et ce rapport a clairement mis en évidence l'origine anthropique du réchauffement, qui a été une question qui a été souvent contestée. Je vous rappelle que les États-Unis, par exemple, sont sortis de l'accord de Paris 2 ans après, je crois, oui, en contestant l'idée que le réchauffement climatique n'était pas du tout lié à l'action anthropique. Le 6e rapport d'évaluation sur le changement climatique a clairement démontré que les changements climatiques que nous observons sont liés à l'action que l'homme a eue sur la composition de l'atmosphère. Donc, c'est devenu une préoccupation importante que la science doit être au centre des décisions pour mieux renseigner l'évolution de notre système planétaire et pour mieux améliorer nos conditions de vie. Merci à vous, professeur Alfred Gomanda, commissaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique CNRS, c'est au Gabon. Et par ailleurs, vous étiez, dans le cadre de cette COP26, point focal du groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et merci à vous, monsieur Stanislas Stéphane Mouba, directeur général de l'environnement et de la protection de la nature au Gabon, également négociateur en chef de la délégation gabonaise à cette 26e conférence des partis sur le climat. Merci, messieurs. Oh, merci. Merci. Et merci à vous d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.